nous étions en pleine réflexion sur l'écriture de notre méthodologie de recherche-action collaborative avec Lisa, nous avons choisi de collaborer avec Théo Samarimbo, un philosophe soucieux des manières de faire société et faire science au XXIe siècle. La collaboration avec Théo a commencé en 2021 avec l'écriture d'un rapport. Et donc j'ai été missionné sur ce travail de fond en 2021. Et donc c'est une mission qui a duré 5 à 6 mois où j'ai dû écrire un rapport, donc la recherche-action collaborative, les axes, on va dire, spécifiques qui marquaient l'intérêt de la réflexion philosophique. C'est que c'est un type de recherche qui ne se fait pas comme la recherche classique, moderne, on va dire, hégémonique dans un laboratoire fermé, mais c'est un type de recherche qui se fait dans un milieu. Donc c'est un type de recherche qui est action, qui se fait sur un milieu écologique et avec une visée sociale pour transformer ce milieu, et qui est collaboration, c'est-à-dire qui se fait avec différentes parties prenantes qui ont des rôles et des statuts différents. Donc tout l'enjeu, toute ma réflexion, moi, à ce moment-là, c'était vraiment de me poser la question de comment on peut faire de la bonne science en ayant une science qui respecte l'ensemble des parties prenantes et qui ait une dynamique éthique particulièrement enrichissante. Justement, si l'on veut produire un savoir commun, l'un des enjeux essentiels que nous avions en tête, mais que la collaboration avec Théo a permis de souligner, était celui de garantir l'horizontalité des savoirs et la reconnaissance des pratiques de chacun et chacune lorsque l'on associe des profils très différents dans un même projet, à savoir pour la recherche-action collaborative, des scientifiques, des designers et des professionnels de terrain. Je pense que ce qui était important dans ce type de recherche-action collaborative, c'est de reconnaître la diversité des apports et la complémentarité des apports de chacun et chacune. Le scientifique classiquement dans la recherche, le scientifique a un apport qui est un petit peu mis sur un piédestal, en fait, qui fait le cœur de la recherche et qui est particulièrement considéré et reconnu dans notre société. Et on a tendance à minorer l'apport d'autres participants, et notamment des professionnels de petite enfance en l'occurrence, qui pourtant ont un regard extrêmement riche sur la recherche, notamment parce que eux, ils ont une vision qui est, et, enfin je dis eux, mais c'est elles dans la grande majorité des cas, une vision bien plus renseignée sur, on va dire, les implications pratiques et les problématiques pratiques qui se posent dans un cadre professionnel. Et l'important dans ce type de recherche-action collaborative, c'est de valoriser de manière égalitaire l'apport spécifique qu'elles peuvent produire aussi. Théo nous a alors guidés vers des recommandations qui forment aujourd'hui des conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre d'un projet de RAC. Donc là, j'ai pu, de manière un peu distillée, de manière un petit peu éparse dans mon rapport, j'ai pu faire quelques recommandations du type de préserver aussi des espaces de recul et de réflexion tout au long de la recherche-action collaborative, un petit peu en décalage par rapport au processus de recherche en tant que tel. Les différents co-chercheurs dans une recherche-action collaborative ont vraiment des statuts et des rôles différents, et c'est important de prendre en compte, on va dire, la qualité sociale de leur statut, c'est-à-dire les questions classiques de classe, race, genre. Et donc c'est important d'avoir ça en considération dans les rencontres entre les différents co-chercheurs pour garantir une certaine horizontalité des rapports, notamment vis-à-vis des scientifiques qui peuvent aussi avoir un statut plus élevé et plus considéré et reconnu dans la société. Comme dans tout projet, la présence de la coordination est essentielle. Avec Premier Cri, nous avons ainsi collaboré avec Charlotte Esqueré, consultante en organisation, formée aux méthodologies de recherche participative et à leur évaluation. Tout comme avec Théo, nous avons entamé avec Charlotte un processus de réflexion pour définir ensemble le rôle et les enjeux de la coordination au sein d'un projet de RAC. Pourquoi la coordination est-elle nécessaire? Parce que la recherche-action collaborative est une activité nouvelle pour
pour la plupart des parties prenantes, notamment les professionnels de la petite enfance. Et donc, il faut quelqu'un non seulement qui motive, qui donne l'élan eh bien, à ce groupe, et puis aussi qui donne le tempo à toute cette démarche. Donc, je dirais que le coordinateur est comme un chef d'orchestre, un assembleur des différentes personnes de la recherche, et donc il va emmener le groupe jusqu'à la fin, et sa présence est indispensable. Donc, le rôle du coordinateur, pour moi, il est autour de 4 grandes missions-actions. Donc, l'information et la communication de l'ensemble des parties prenantes. Quand je dis ensemble des parties prenantes, c'est les co-chercheurs, bien sûr, mais aussi les familles, les parents des enfants qui font partie de cette recherche, les acteurs institutionnels. J'en cite par exemple l'éducation nationale cette année, les financeurs, plus largement la communauté de Premier Cri. Et puis, le deuxième action, c'est réunir les parties prenantes, les co-chercheurs, une fois par mois. Donc, d'être le lien entre ces personnes. La troisième, c'est une action, une mission de synthèse, de compte rendu. Donc, le coordinateur est garant de cela et donc euh, va vraiment rendre des comptes et donc c'est par l'écrit qu'il le fait. Et puis enfin, la dernière action, c'est outiller les co-chercheurs parce que on les dote d'une méthode scientifique, mais ce sont des exercices dont ils n'ont pas l'habitude de faire et donc ils ont besoin de petits outils. Alors, les étapes clés de la mission de coordination, à mon sens, sont le lancement. Le lancement, c'est la première réunion entre toutes les parties prenantes, entre les co-chercheurs, ils vont se rencontrer. Et donc, eh bien, il y a un enjeu que le courant passe, que le groupe se forme bien. Et donc, le coordinateur, à ce moment-là, c'est vraiment son rôle d'assembleur qui va s'exercer. Et, euh, et, euh, et donc, lors d'une rencontre, et c'est souvent une demi-journée, eh bien, on va se former, on va se rencontrer, on va échanger. Et donc là, il y a un enjeu que ça prenne. Et enfin, une autre étape clé qui m'a semblé importante, c'est l'intégration du dispositif. Et là, il y a un dispositif qui arrive dans les établissements qu'on accompagne, dans les écoles, dans les crèches. Et eh bien, c'est un changement pour la recherche-action collaborative qui auparavant s'effectuait plutôt en réunion. Et donc là, on va intégrer le terrain. Et donc, il y a besoin de beaucoup de communication. Il faut rappeler les étapes, où on en est, où on va. Il y a certaines parfois craintes, parfois certaines déceptions. Puisque le dispositif, eh bien, c'est la première version qui va être intégrée. Et donc, il faut bien accompagner cela. Et puis, peut-être la dernière étape qui me semble très importante, c'est la conclusion. Eh bien, il y a un colloque de fin et donc là, c'est le moment où on célèbre, où on regarde le parcours qui a été mené et c'est aussi un moment où le coordinateur eh bien, est présent. Ainsi, la principale qualité requise de la coordination est de savoir coordonner un projet et impulser une dynamique de groupe tout en considérant les sensibilités de chacun et de chacune. Au sein d'un projet de RAC, la coordination s'accompagne de la médiation. Si le rôle de la coordination est principalement celui de s'assurer du bon déroulement du projet et de faire le lien entre les différentes parties prenantes, le rôle du binôme de médiation est d'accompagner les co-chercheurs dans une démarche réflexive plus globale. Le binôme de médiation est une entité indépendante de l'équipe de facilitation et de la coordination. Le rôle principal des médiateurs et médiatrices est d'accompagner les co-chercheurs dans une démarche réflexive, c'est-à-dire d'offrir des espaces de discussion propices aux échanges et à l'expression personnelle. Les échanges concernent d'une part les relations au sein du projet de RAC, afin de garantir leur horizontalité, et d'autre part, d'un point de vue plus sociétal, les problématiques rencontrées par le milieu de la petite enfance, au premier rang desquelles se trouvent la réflexivité sur les pratiques, la qualité de vie au travail et la valorisation des métiers du soin, de l'éveil et de l'éducation des jeunes enfants.
Moi, je dirais qu'une qualité qui est importante pour la médiation, c'est la capacité réflexive, du coup. C'est le fait de pouvoir aussi prendre du recul sur la recherche telle qu'elle se déroule à l'instant T pour pouvoir y percevoir une dimension sociale, une dimension plus large que la recherche et pouvoir la valoriser auprès des différents co-chercheurs. Le binôme de médiation est recruté par l'équipe facilitatrice en amont du lancement de projet DRAC. Il est essentiel que les médiateurs et médiatrices ne soient pas des membres ou des collègues de l'équipe facilitatrice et possèdent une réelle indépendance. C'est un point clé aussi, et une relative indépendance vis-à-vis de l'équipe organisatrice. Pourquoi? Parce que les différents co-chercheurs peuvent avoir parfois une parole un petit peu bridée vis-à-vis de l'équipe organisatrice. Notamment, il y a certains inconforts qu'elles n'arriveront pas nécessairement à verbaliser parce qu'elles ne voudront pas, on va dire, dévaloriser tout le travail d'organisation qui a été mis en place et qui est énorme dans la recherche-action collaborative. Et en fait, cette relative indépendance, elle permet de libérer la parole des co-chercheurs sur certains sujets. Et donc c'est en ça qu'elle est tout à fait importante et qu'elle doit être préservée tout au long du processus de recherche. Maintenant que nous avons présenté l'équipe encadrante de la recherche-action collaborative, intéressons-nous désormais aux co-chercheurs, les scientifiques, les designers et les professionnels de terrain qui font recherche ensemble. La science, pour moi, c'est une activité qui vise à rechercher de la connaissance. Et bien sûr, il y a plein d'activités qui visent à obtenir de la connaissance. Donc c'est caractérisé aussi par une certaine démarche, notamment dans laquelle on va formuler des hypothèses et ensuite on va confronter ces hypothèses au réel. Donc on va tester ces hypothèses pour voir dans quelle mesure elles correspondent à la réalité. J'aurais envie de définir le métier de chercheur un peu en lien avec la définition de ce qu'est la science. La première idée qui me vient, c'est que le chercheur, il est un peu le garant de la dimension scientifique de la connaissance et donc de son objectivation, objectivité, de sa neutralité. Il est aussi garant j'aurais envie de dire la traçabilité. Je ne sais pas si traçabilité, ça correspond bien, mais de la manière dont on peut reconstruire un peu toute cette connaissance, de la qualité de la méthodologie, de la qualité de l'éthique avec laquelle on rend hommage aux gens qui ont permis d'arriver à construire cette connaissance. Donc c'est vraiment je crois que la notion d'éthique est très importante derrière le métier de chercheur. Il y a pas de science sans éthique. Donc le projet de recherche-action dans lequel j'ai été impliqué, c'est un projet de recherche-action qui portait sur la perception du temps à l'école maternelle, donc par des enfants de 3 à 5 ans. Et l'enjeu général de ce projet, c'était vraiment à la fois de comprendre comment les enfants se repèrent dans le temps et notamment comment ils sont capables de s'orienter par rapport au déroulé de leur journée, sachant que c'est un concept extrêmement abstrait, le temps, et c'est difficile à appréhender pour les enfants de maternelle. J'ai été sollicité pour participer au projet de recherche-action qui s'intitule Communication autour du bébé en établissement d'accueil de jeunes enfants, EAJE. Et j'ai été recruté en tant qu'à la fois spécialiste de la communication précoce, puisque c'est de ça dont il s'agit, mais aussi en tant que chercheur pour mon expérience de mener des recherches, de bâtir des protocoles et d'aller un peu sur le terrain avec un peu d'expérience aussi dans le cadre des crèches, enfin, des EAJE, comme on les appelle maintenant. Alors le rôle du scientifique dans un projet de recherche-action, pour moi tel que je l'ai compris, c'est vraiment d'abord d'apporter un petit peu de contexte théorique, d'apporter des éléments finalement factuels sur ce que la recherche a pu mettre à jour sur le sujet qu'on va traiter ensemble en collaboration. Et puis le deuxième rôle principal, c'est d'être en quelque sorte une sorte de garant du fait qu'on va suivre une méthode scientifique. Mon rôle en tant que scientifique dans ce projet, je dirais qu'il y avait un peu un garant de la méthodologie, un peu en écho avec la définition que j'ai pu faire de la science et de la recherche, et comment est-ce qu'on pouvait garantir que
on allait objectiver le bénéfice ou non du dispositif. Parce que on pourrait se dire que ce qui serait anti-scientifique, c'est de dire on construit un dispositif et comme on est persuadé qu'il va marcher, on va orienter ou on va même pas forcément consciemment d'ailleurs, on va être amené à recueillir ce qui va dans le bon sens. Un premier type de défi, et qui est évidemment inhérent à ce type de projet, c'est qu'on va avoir une interaction entre vraiment des parties prenantes qui sont d'univers très différents, et donc il faut arriver à dialoguer et à se comprendre les uns les autres. Ça veut dire dialoguer, avoir un langage commun, mais aussi ça veut dire être capable de comprendre finalement les objectifs des uns et des autres, qui sont vraiment distincts dans ce type de projet. Donc nous, on a des questions qui sont vraiment des questions de recherche fondamentale. On cherche véritablement à augmenter les connaissances par rapport à des questions vraiment, des grandes questions théoriques qui nous intéressent. C'est vrai que par exemple, là, c'était un projet avec des professionnels de l'éducation qui s'intéressent à ces grandes questions théoriques, mais qui ont aussi des considérations pratiques à prendre en compte, vraiment de gestion de classe, de pédagogie, et donc pour qui les objectifs véritablement sont des objectifs tout autres. Les designers, c'est encore un autre rapport, voilà, un rapport utilisateur, enfin c'est vraiment encore une autre conception. Et donc il faut arriver à comprendre les ambitions des uns et des autres pour arriver à construire quelque chose qui satisfasse tout le monde. Et ça, c'est un challenge, pas seulement pour arriver à se comprendre, mais aussi arriver à se coordonner finalement sur un objectif commun. Après, en termes de difficultés ou de défis, je dirais que le plus compliqué peut-être, alors pour moi, à titre personnel, ça a été la dimension design parce que j'ai pas l'habitude de bosser avec un dispositif. Vraiment, c'est des choses très papier-crayon, moi, que j'utilise d'habitude. Enfin, où le plus compliqué, c'est la caméra ou l'enregistrement audio, hein, voilà, c'est plutôt technique. Mais là, il a fallu construire quand même, il a fallu construire un objet qui soit le pont entre l'idée et la pratique. Donc ça, c'était quand même bon, c'est un métier à part entière, hein, c'est pour ça qu'on avait une designer pour ça. Et donc, accompagner ou conseiller dans ce contexte, ça a été un peu compliqué parce que je me sentais pas forcément légitime. Mais c'est quoi au juste le design? Comment définir le design? Le design, c'est une activité de création qui touche à des questions de production culturelle, de production technique et de besoins de société. Et je dirais plutôt que qu'est-ce que c'est que faire du design? Et faire du design, ça consiste à essayer de faire un travail de synthèse créative qui va s'incarner dans quelque chose de concret, qui peut être un objet, un espace, un service, un scénario, une interface numérique par exemple, en mettant la question de l'humain, peut-être même la question du vivant, idéalement en tout cas, au centre de la réflexion. Et donc faire du design, ça demande de travailler avec plein d'autres métiers, parce que justement quand on est designer, on n'est pas expert en général des enjeux et des sujets qu'on va aborder, et donc on a besoin de s'entourer de professionnels, de comprendre les destinataires, ceux et celles qu'on appelle usagers, usagères, pour faire un projet qui a du sens pour elles et eux. Pour moi, le design, c'est avant tout une discipline, une démarche créative. Qui est centré vers l'humain. Donc, son but, c'est de réfléchir au quotidien des gens. Donc, comment est-ce qu'on peut repenser nos interactions avec les objets, avec la technologie? Comment est-ce qu'on peut penser autrement nos habitudes? Comment est-ce qu'on peut revoir les rituels qu'on a dans le quotidien? Donc, ça peut prendre la forme de différentes choses. Donc, ça peut être autant du design d'objets que du design graphique, que de la mode. Je dirais que moi, j'aime bien créer des objets, des dispositifs qui sont des sortes d'outils, donc, qui sont des sortes de traductions entre le monde scientifique et le grand public. Donc pour moi, les objets de design que je conçois au quotidien, c'est des objets qui vont être des outils pour comprendre le monde, se comprendre nous-mêmes, et permettre par la compréhension de pouvoir avoir des prises d'action sur le quotidien. Alors mon rôle, il était complètement articulé à la présence d'un chercheur, Emmanuel Devouche, donc on va dire que mon rôle était complètement concomitant du rôle que ce chercheur prenait dans le projet. Donc on a fait un travail de veille, un travail d'état de l'art du côté scientifique et plutôt de veille inspirante du côté du design, c'est-à-dire aller voir en termes de dispositifs, objets, services, espaces, qu'est-ce qui avait pu être pensé, qui pouvait être inspirant pour nous,
par rapport à notre sujet. Il y a eu bien sûr un temps important de rencontres avec les professionnels de la petite enfance, des crèches qui étaient impliqués. Le premier rôle que j'ai eu, c'était de comprendre les problématiques et le quotidien des différents acteurs du projet, donc aussi bien côté enseignante de maternelle que côté des enfants, et également de comprendre les enjeux de recherche d'Olivier, qui lui aussi avait envie de travailler sur le temps et de voir comment articuler les besoins de chacun. Donc pour moi, c'était important d'aller sur le terrain pour comprendre la manière dont ils voyaient leur journée et comprendre quelles angoisses ça pouvait susciter chez les enfants. Donc ça, c'était le premier rôle. Mais assez vite, on est allé vers des propositions de scénarios expérimentaux, c'est-à-dire par rapport à cette problématique qu'on s'était donnée, ce qu'on avait pu comprendre par nos échanges de leurs besoins, de leur situation et l'état de l'art qu'on avait pu faire, quelle pouvait être une hypothèse intéressante à expérimenter in situ dans les crèches pour voir si ça a amélioré les problèmes de communication rencontrés. Voilà, donc cette phase d'expérimentation, elle est passée par un premier temps de scénario, vraiment proposer un scénario. Ensuite, maqueter concrètement comment réaliser ce scénario-là, le tester dans les crèches, observer ce qui se passe pour améliorer, donc itérer, et puis le tester une deuxième fois dans sa deuxième version pour ensuite en tirer un premier niveau de conclusion pour cette recherche-action. Le deuxième rôle, ça a été plutôt un rôle de traducteur, entre guillemets, entre la recherche d'Olivier et le quotidien des enseignantes. Donc, pour ça, ça a été de proposer, à travers différentes réponses formelles, un support de discussion, je dirais. Donc, ça a été dans un premier temps des propositions avec des croquis ou des maquettes, et dans un second temps, le prototype. Mais ça a été de pouvoir créer quelque chose qui permettait à chacun de réagir en fonction de ses problématiques et de pouvoir nous permettre de penser collectivement à la suite du projet. Et dans un dernier temps, mon rôle, ça a été aussi de proposer un outil entre guillemets définitif, donc qui permettait d'améliorer aussi le bien-être des enseignantes de maternelle de manière pérenne, donc aussi de documenter le projet pour qu'il puisse être accessible aux autres enseignantes de l'école et également à n'importe quelle école qui voudrait s'emparer de cet outil. Un des gros enjeux aussi du projet, c'était de pouvoir faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre d'enseignantes et d'enseignants. Donc ça, c'était une des contraintes de projet qu'on avait dès le départ, même si on ne savait pas pour combien de dispositifs on allait devoir créer. L'ambition, c'était de faire en sorte qu'il soit reproductible, donc qu'il puisse être entre guillemets open source et qu'on puisse le documenter. Et justement, les personnes qui s'emparent du dispositif co-créé par les designers sont les professionnels de terrain, c'est-à-dire celles et ceux qui exercent auprès des jeunes enfants, en crèche ou à l'école maternelle par exemple. Nos métiers de professionnels de la petite enfance sont variés et complémentaires. Donc moi j'ai le rôle de responsable d'établissement. Dans ce rôle-là, ma mission c'est de garantir un accueil de qualité. Et pour ça, il y a des enjeux humains avec les ressources humaines, les professionnels, leurs pratiques. Il va y avoir des enjeux de moyens mis à disposition. Est-ce qu'elles ont le matériel, penser l'espace, le design, voilà, c'est l'organisation aussi, donc l'organisation temporelle. Voilà. Et plus largement, accueillir des tout petits et puis l'accompagnement à la parentalité, le développement de l'enfant et essayer de diffuser des manières d'être au monde dès tout petit dans les relations, quoi. C'est un peu le futur de l'humanité, enfin voilà, mais en toute modestie. Donc effectivement, on a participé à un projet RAC c'est parti d'une initiative de ma directrice. Donc pour moi, c'était la première fois que j'entendais projet RAC, donc recherche action collaborative, et on a travaillé sur le thème de la communication entre professionnels. Et mon rôle, en fait, il a été surtout en amont et à
la genèse de la démarche, de la convention de recherche, etc., d'embarquer l'équipe là-dedans. Et après, ça a été vraiment plutôt en filigrane, en soutien, puisque ce n'était pas moi l'actrice. Et c'est tout le principe de l'horizontalité de cette recherche, c'est les équipes, mes professionnels, et du coup d'embarquer tout le monde, de s'assurer que tout est réalisable dans les différentes étapes de la recherche, et y compris pour les gens, les professionnels qui faisaient vraiment les réunions, tester les dispositifs, mais l'ensemble de l'équipe. Journée pédagogique de lancement et journée pédagogique de clôture avec tous les membres, parce que les professionnels de la petite enfance ont aussi des agents techniques, des auxiliaires, des éducatrices. Donc voilà, c'était important de fédérer l'équipe là-dedans. Alors après la première réunion pédagogique au sein de Premier Cri, on a désigné donc deux référentes du projet, donc 2 auxiliaires, Marie et moi, et on a participé à des réunions, à plusieurs réunions, avec aussi des référentes du projet Premier Cri, et je me suis impliquée. D'abord, on a réfléchi ensemble au sujet, au thème qu'on allait choisir, donc les transmissions entre professionnels. Il y a eu l'élaboration de l'outil, et donc après ça, on a testé l'outil. Il y a les référentes qui sont venues aussi de Premier Cri à la crèche, et on a mis en place un peu comment on pouvait travailler avec cet outil. Et après ça, il y a eu une analyse des données qui a été faite, et puis on a fait en sorte d'utiliser l'outil au maximum pour qu'il y ait des résultats et qu'on puisse discuter ensemble de tout ça. Alors, le métier d'enseignante, c'est une vaste question. Ce qui vient en premier lieu, c'est évidemment transmettre du savoir, des connaissances, mais pas que. C'est aussi être à l'écoute de ses élèves, les observer, et tout ça pour pouvoir les emmener le plus loin possible de leur capacité et les faire progresser au mieux. C'est aussi leur apprendre la bienveillance, l'empathie, devenir élève et apprendre à vivre avec les autres. Parce que notre rôle, c'est aussi de faire des futurs adultes et des futurs citoyens pour plus tard. Pour ma part, le métier d'enseignant, c'est avant tout une vocation. Je veux faire ça depuis que je suis toute petite. J'ai beaucoup souffert à l'école, donc j'essaye de transmettre à mes élèves, comme l'a dit Géraldine, des savoirs, mais aussi des savoir-être. Donc je travaille sur la confiance en soi, sur l'empathie, la bienveillance, la solidarité, hyper important. Et puis, oui, le métier d'enseignant, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de retours aussi de la part de nos élèves, des parents d'élèves aussi. Mais c'est un métier fatigant, mais très épanouissant, qui demande beaucoup de remise en question aussi et d'introspection. Le projet DRAC dans lequel on s'est engagé l'année dernière, c'était le temps perçu par l'enfant de maternelle. Le rôle des professionnels de terrain, c'est d'apporter toute la partie concrète, c'est-à-dire que dans le projet que nous avions, c'était nous qui étions sur le terrain avec les élèves, et on a pu faire remonter justement tout ce qui concernait les enfants par rapport à la notion du temps, aux scientifiques et aux designers. Et en plus, on a un public, les 3-6 ans, la notion de temps est très très compliquée pour eux. Donc justement, le but du projet, c'était de concrétiser cette notion du temps, et on était là pour témoigner de ce qu'on vivait avec les enfants à l'école. Et sur les 3 écoles qui ont participé, on a fait remonter les mêmes problématiques sur l'enchaînement des jours qui ne sont pas les mêmes et l'enchaînement des activités sur une journée qui est assez complexe. Donc notre rôle de professionnel de terrain, c'est de faire remonter toutes les parties concrètes, les problématiques qu'on rencontre sur le terrain avec nos élèves. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme défi ? Eh bien, arriver à motiver tout le monde sur le long terme, tout au long de l'année, en étant bien persévérante sur les tâches à accomplir, dans notre rôle de chercheur aussi. Et bien suivre le protocole, puisqu'il y a quand même un grand aspect scientifique. Donc on fallait être rigoureux, très rigoureux et suivre vraiment les questions à poser, l'organisation et tout le déroulé.
Rigueur, persévérance, réflexivité, créativité et synthèse, autant de défis auxquels doivent faire face les co-chercheurs au sein d'un projet de recherche-action collaborative. Si ces défis peuvent paraître ambitieux, ils ont avant tout pour objectif de venir bousculer, transformer, faire évoluer les pratiques de chacun et chacune en s'inspirant des autres pour faire recherche ensemble.